12e séquence de nos grands dossiers de la protection sociale. D'ailleurs, ceux qui vont avoir suivi en fin d'après-midi les 14 séquences auront droit à la médaille de l'EN3S. Mais en tout état de cause, merci à ceux, et si vous étiez les plus nombreux à vous inscrire à cette séquence, de bien vouloir partager une heure avec nous sur le grand thème de l'intelligence artificielle et de la protection sociale. Sachant, je vous le dis d'emblée, que nous nous centrerons sur les questions de santé, de gestion du risque maladie, même si nous déborderons sur les autres branches de la protection sociale. Avant de présenter nos différents invités, nos 3 experts de la question, nous allons faire notre jeu habituel qui consiste à faire un nuage de mots. Donc je reprécise la façon dont il faut fonctionner. Vous vous saisissez de votre téléphone mobile, vous flashez le QR code que vous avez sous les yeux et à l'interrogation que nous vous posons, qui est intelligence artificielle et protection sociale, point d'interrogation, vous pouvez nous indiquer un mot, 2 mots, un chiffre, et nous allons voir ensemble bouger, se constituer ce nuage de mots. Les mots les plus importants, parce que ce sont ceux que vous aurez le plus mis en avant, eh bien, ils seront soumis à nos 3 invités qui pourront réagir et nous dire si, eh bien, l'ensemble de la collectivité que vous représentez ou que nous représentons ici est surprenante ou au contraire est parfaitement commune. On voit, vous le voyez, ce nuage de mots en train de se constituer. Au tout début, c'est normal, on ne voit rien, puisque vous voyez, il y a plein de mots dans tous les sens, et on va voir progressivement se dégager ce qui devient le thème peut-être le plus important dont nous pourrons discuter, ou en tout cas celui qui vous préoccupe le plus. De façon très étonnante, on observe que le premier sujet, vous voyez, au centre du nuage de mots, c'est chômage. Vous aviez aussi un lettré qui a glissé le terme d'oxymore. Ça n'aurait pas de sens de rapprocher les 2 notions. Il y a le terme futur, le terme optimisation, qui sont bien sûr des sujets dont nous aurons l'occasion de discuter. Gain de gestion, ou on pourrait traduire en langage presque COG, langage sécurité sociale, de gain de productivité qui rime avec opportunité. Mais je note que toujours ce sujet du chômage semble central pour le moment, avant que tout ceci se stabilise. Le terme de fraude, dont on a juste discuté avant que l'émission débute, est aussi un sujet qui vous importe. Je vois que le chômage est en concurrence comme mot prioritaire ou central de notre nuage de mots avec le mot risque. Alors ça, c'est heureux parce que bien sûr, nous ne parlerons pas centralement du chômage, mais plus certainement de l'optimisation de la gestion des risques. Et je vois que le thème qui quand même là semble se profiler comme étant le vainqueur, j'ai l'impression de commenter le PMU là, de notre course, c'est métier, bien sûr, enfin je dis bien sûr, on verra ce que vous en direz, cette intelligence artificielle a d'ores et déjà un impact sur les métiers de la sécurité sociale, plus largement de la protection sociale, et en aura certainement demain de façon conséquente aussi. Je vous propose de laisser le nuage de mots continuer à vivre et de me tourner vers nos 3 invités pour que justement ils réagissent à ces mots qui, vous le voyez, se dégagent de nos interlocuteurs. Vous voyez qu'il y a déjà au moins près de 160 personnes qui ont envoyé leurs mots. On a métier, entouré de chômage et de risque, au-dessus de efficience, innovation. Quelles sont alors vos observations à la lecture de ce nuage de mots, Anne-Marie Armand-Gras? Alors d'abord, on a l'impression que ce qui domine, c'est un peu la peur du nouveau. Ah oui, ce qu'il faut faire, c'est de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut parler dans le micro. Vous allez voir, oui. On a l'impression que ce qui domine, c'est la peur du nouveau, la peur de l'évolution. Ce qui est absolument sûr, c'est que les métiers ont déjà évolué, certains métiers ont déjà évolué. Lorsque, à l'accueil des urgences, on confie à un logiciel d'intelligence artificielle de commencer à screener un risque de fracture et que, bien sûr, c'est contrôlé par le médecin, on va dire
dire que le médecin peut aller plus vite parce que c'est automatisé et donc on a déjà fait bouger son métier. On a fait bouger des métiers qui sont automatisés et donc voilà, on voit que cette évolution, elle est déjà prise en compte par vos auditeurs et ça n'est rien à côté de ce qui va bouger. Et pour le coup, c'est pour ça qu'on trouve les mots risque et les mots chômage. Le mot chômage, moi, je le mettrai en même temps que métier pour dire que des métiers vont évoluer et que des métiers vont évoluer, ça va changer des métiers et ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même innovation, on ne peut pas ne pas le prendre tel qu'il est parce que l'intelligence artificielle a déjà embarqué des transformations dans notre système de santé, dont la protection sociale est la garante de la pérennité et du fonctionnement. Elles sont déjà embarquées, tout comme la transition démographique, la transition environnementale ont déjà embarqué des transformations dans notre système. Merci. Alors Jacques-Henri, face à ce nuage, vous sortez un parapluie, vous dites formidable, ils ont bien raison, tous ces mots. Non, le point d'Anne-Marie me semble vraiment dessiner et où nous en sommes aujourd'hui et où demain nous sommes en train d'aller. Ah, parfait, l'émission est terminée. On applaudit. Oui, moi je trouve une très belle introduction. Sur les dynamiques, on voit qu'il y a une évolution dans les différents votes. On est quasiment à 200 maintenant. Moi, ce que je retiens aussi, parce qu'on est au sein de l'EN3S, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle sur toute la partie un peu plus la bouchée, avant c'était à gauche, sur l'efficience, l'efficacité, la capacité finalement, grâce à des outils nouveaux, de pouvoir allouer une partie de l'argent qui était utilisé auparavant ailleurs, puisqu'on a des systèmes qui vont permettre de mieux appuyer, d'automatiser un certain nombre d'actions, voire même derrière de proposer des outils nouveaux. L'exemple des urgences est un exemple vraiment d'actualité important. Aujourd'hui en santé, il existe énormément de dispositifs d'imagerie qui permettent d'appuyer le professionnel dans sa prise de décision, voire même d'apporter une compréhension de problématiques nouvelles, peu visibles pour le professionnel dans certains cas. Donc on voit qu'il y a une véritable transformation, et oui, les métiers, c'est sûr. Le chômage, je ne sais pas, parce que la transformation des métiers s'accompagne systématiquement d'une création de nouveaux métiers et puis d'une évolution d'autres. Et depuis que, je dirais, la technologie se développe, c'est-à-dire au moins depuis 5000 ans, il y a toujours eu des métiers nouveaux et voilà. Quand vous avez dit depuis 5000 ans, vous ne parliez pas que du numérique, là, donc là on est d'accord. Et elle, alors, comment vous réagissez à ce nuage ? Je vous rejoins tous les deux totalement sur la transformation des métiers qui est réelle, qui est déjà en cours et qui va faire que s'accélérer. Donc j'ai à peu près la même analyse sur le chômage. C'est comme tout phénomène de transformation des métiers. Ça sera surtout des nouveaux métiers qui vont exister, d'autres qui vont sûrement peut-être pas disparaître, mais se transformer justement. Et on verra bien ce que ça donne, mais sur toutes les études, notamment sur IA et travail, de façon plus générale et pas uniquement dans le secteur de la santé, il n'y a pas vraiment, on va dire, de consensus. On a des études très alarmistes, des études plutôt positives et la vérité est qu'on verra bien ce qu'il arrivera, mais qu'on a une vraie transformation, ça qui est certaine pour le coup. Je vois aussi qu'on met beaucoup en avant donc tout ce qui est innovation, efficience des systèmes qui a un vrai effet réel, puisqu'on sait que le système est un peu à bout de souffle et ça peut vraiment apporter beaucoup. En fait, on en a besoin. La question n'est pas est-ce qu'on s'ouvre au numérique ou non, c'est on en a besoin. Donc, allons-y. La question est derrière celle de l'encadrement. Et je vois aussi, donc, on a toutes les questions de dévalorisation de l'humain, de quelle est la place de l'humain donc au sein du système avec l'intelligence artificielle. Donc nous, on travaille spécifiquement sur justement trouver la juste place de l'humain dans la boucle et pouvoir utiliser une intelligence artificielle qui serait de confiance
et faire en sorte que tout ça se déroule le mieux possible. Très bien, gardez le micro, je propose un petit temps pour que chacun d'entre vous puisse nous dire ce qu'est sa place dans l'écosystème, on aime bien ce mot-là désormais, de la grande question intelligence artificielle et protection sociale, enfin, plus précisément pour ce qui nous rassemble ici, e-santé. Alors Hélène, vous avez déjà évoqué le fait que vous avez, avec Ethic IA, déjà gagné un combat pour mettre en place une garantie humaine. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement ce qu'est Ethic IA et ce que vous y faites, enfin, ce qui est fait chez Ethic IA? Oui, avec plaisir. Donc effectivement, Ethic IA a été créé en 2017. C'était à l'origine un collectif d'académiques et de citoyens qui avait pour volonté de se positionner sur l'encadrement de l'intelligence artificielle en santé, principalement en partant du principe que l'intelligence artificielle pouvait apporter beaucoup, qu'on avait déjà un besoin qui était réel, mais que néanmoins on avait un certain nombre d'enjeux éthiques associés à l'usage du numérique et qu'il fallait pour ça trouver une méthode d'encadrement. Et c'est comme ça qu'est née la notion de garantie humaine, donc qui est l'idée selon laquelle il faut déterminer les points critiques de la solution où on devra remettre de l'humain dans la boucle, justement. Donc pas partout, mais uniquement là où il peut y avoir un risque, et justement pour gérer ce risque au mieux. Ethic IA, donc, pour revenir à cette notion de garantie humaine, elle est maintenant reconnue dans le règlement européen sur l'intelligence artificielle, donc qui va être le nouveau RGPD de l'IA, qui est en phase de trilogue, qui termine son parcours législatif, et donc devrait entrer en application en 2025. Et donc sur ce que fait Ethic IA aujourd'hui. Donc on n'est maintenant plus uniquement un collectif, mais une entreprise. On accompagne des concepteurs d'innovation. On garde une place dans le débat public, notamment avec David Gruson, qui est notre président et fondateur. Et donc on va accompagner justement les concepteurs et les utilisateurs. On travaille notamment dans le champ de la protection sociale, donc sur la couverture santé. On a mené un premier POC avec la MGEN et on travaille avec la mutualité française qui nous sert de tiers de confiance dans le domaine de la mutualité, justement. Jacques-Henri, vous êtes spécialisé dans la médecine prédictive, la prévention, et vous travaillez dans une entreprise de la MedTech, ai-je bien lu, qui s'appelle Présage. Vous avez tout dit, donc. Vous le direz mieux. Moi, je suis ingénieur de formation, je suis data scientist. Depuis une dizaine d'années, je travaille sur les enjeux de l'amélioration des parcours et de l'organisation du système de santé. Et depuis 3 ans, je suis le directeur général de Présage. Vous l'avez dit, c'est une medtech, c'est-à-dire que c'est une société spécialisée sur le développement de dispositifs médicaux. Nous, on a un dispositif médical numérique qui permet de prédire les événements de santé des seniors avec quelques semaines d'avance afin de mettre en place des stratégies de prévention et d'évitement d'événements à risque qui pourraient donner lieu à des hospitalisations. Donc c'est un dispositif assez récent qui a eu le label en juin dernier de dispositif médical numérique certifié par l'Agence du numérique en santé et qui est aujourd'hui déployé dans à peu près 4000 domiciles un petit peu partout en France. Très bien. Alors, Anne-Marie Armenteras, les gens de la Sécu vous connaissent, vous avez eu des responsabilités éminentes, notamment à l'Élysée. Maintenant, vous présidez un think tank qui s'appelle Health and Tech. Alors, c'est un think tank, c'est un cercle de réflexion qui essaie de valoriser vos deux interlocuteurs. Allons-y, valorisez-les. Voilà, dont on est très fan, et donc notre think tank leur permet de parler, de s'adresser à d'autres publics, et nous, cela nous permet de porter des messages. Alors, cette année, par exemple, l'année qui vient de s'écouler a été consacrée à numérique et prévention. Est-ce que le numérique entre aujourd'hui dans le champ de la prévention? Mais vous savez, on a appelé numérique et prévention, on aurait presque pu dire numérique et objectif de la protection sociale, de la gestion du risque avec le numérique. Parce que ce que vient d'expliquer donc le responsable de Présage, qui est un cas d'usage extraordinaire dans la santé aujourd'hui, c'est comment, en fait, nous pouvons inverser le paradigme avec l'intelligence artificielle, le numérique en général, c'est-à-dire la collecte des data, des données, l'exploitation des données, la santé mobile, tout ce qui permet d'être automatisé et d'être ensuite exploité. En fait,
dans le domaine de la prévention, on s'avance vers une rupture de concept qui est que un certain nombre de travaux permettent de non pas prévenir pour prédire, mais prédire pour prévenir. Et nous avons beaucoup parlé de ça l'année qui vient de s'écouler dans le think tank, en faisant parler des psychiatres, des neurologues, des neuroscientistes, et Jacques Henry est venu expliquer et nous avons nous-mêmes ensuite fait écho à ce système qui est porté par Présage. Tout ça, bien sûr, doit être entouré par la garantie éthique et donc la garantie humaine. Et c'est pour ça qu'au fond, en se retrouvant tous les trois, on perpétue des modalités de travail pendant l'année. Je crois qu'il faut, ce qu'on a essayé également de travailler cette année avec tous nos interlocuteurs, c'est de mettre en évidence les sujets de rupture, parce que l'intelligence artificielle, Hélène l'a dit, elle est déjà là. C'est pas la peine de se demander si on peut. Elle est là et elle est partout. Et il vaut mieux l'accompagner, la comprendre et comprendre ce qui arrive. Jacques Henry dit qu'ils peuvent prédire des événements négatifs qui vont arriver sur une personne âgée, mais on sait aujourd'hui qu'on peut commencer à travailler sur de la prédiction d'arrivée de tumeurs alors qu'il n'y a aucun signe clinique qui permet de dire que ces tumeurs sont encore là. Et ça va nous modifier considérablement notre système dans la prévention. Et donc, nous avons beaucoup travaillé là-dessus cette année. Par exemple, aujourd'hui, vous gérez 20 millions d'ALD qui ont des maladies chroniques. Est-ce que vous avez un suivi personnalisé de ces ALD? La réponse est non. Est-ce que vous avez un suivi territorial de ces ALD? La réponse est non. Est-ce que vous savez repérer et personnaliser du traitement, enfin du suivi en ville qui permet de reculer la maladie, donc d'économiser de l'argent? La réponse est encore non. Avec l'exploitation de données sur des plateformes numériques demain, la réponse sera oui. Très bien. Alors, on a un premier temps de discussion sur qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle. La question peut paraître banale. Le gros dossier, c'est d'essayer de définir en quelques mots ce que l'on entend par là, notamment en le distinguant ou en ne le distinguant pas, vous choisirez, de cette révolution numérique plus générale. Peut-être Jacques Henry, vous passez à la question, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Ou l'intelligence artificielle pour les nuls, il y en a peut-être quelques-uns parmi tous ceux qui nous regardent. Alors, en une phrase, c'est l'exploitation informatique de bases de données fiables. Alors, est-ce que ça aide le nul? Je ne sais pas, mais ça a le mérite de montrer qu'on est dans le champ de l'informatique et donc des mathématiques, de la statistique et de la fiabilité. C'est-à-dire que toute la question, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est de l'apprentissage. Ça veut dire qu'on doit pouvoir comparer, mesurer, donner un niveau de performance également en fonction d'une personne et d'un groupe d'apprentissage qui lui ressemble. Est-ce qu'il lui ressemble beaucoup? Pas beaucoup? Est-ce que cette personne va du coup avoir un événement? À quelle échéance? Et quelle est la probabilité de se tromper? Alors pourquoi je prends ces termes un tout petit peu techniques? C'est parce qu'en fait, derrière j'ai vu tout à l'heure des valorisations. On peut reprocher le nuage. Nous, on l'a sous les yeux, mais pour nos interlocuteurs. J'ai vu boîte noire, j'ai vu c'est dans l'air, j'ai vu en gros c'est à la mode et voilà. C'est vrai, tout ça est vrai. Pour autant, ce qu'on va essayer quand on va développer un modèle d'intelligence artificielle, c'est évaluer les conditions dans lesquelles il a été développé, les niveaux de preuve du modèle et la limite du modèle.
Et c'est ça qui est important quand on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui d'intelligence artificielle qui sait tout faire, une sorte de super intelligence. Ça, c'est un fantasme, hein, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Et voilà. Aujourd'hui, il y a peut-être des équipes de recherche qui travaillent dessus, mais il n'existe pas. Toutes les intelligences artificielles dont on parle sont des intelligences artificielles limitées, qui ont été développées pour répondre à une question par rapport à une base d'apprentissage qui lui a été donnée. Très bien. Hélène, si vous complétez ou infirmez, sachant que vous avez déjà reçu une petite question, vous avez parlé de RGPD de l'IA, et il y a une personne qui a mis ça, RGPD de l'IA avec un point d'interrogation. Donc d'abord peut-être sur ce RGPD de l'IA, vous nous en dire un mot, et ensuite plus généralement sur les contours de l'intelligence artificielle. Oui, donc sur ce RGPD de l'IA, donc c'est l'AI Act, qui est toujours très simple à dire. Vous pouvez même le traduire en français. Oui, c'est un projet de règlement pour le moment, parce qu'il n'est pas encore... Sur l'intelligence artificielle. Exactement. Donc, qui a été publié en 2021 par la Commission européenne, qui a été voté en juin dernier par le Parlement européen. Et donc, comme je le disais en introduction, on est dans la phase de trilogue, donc avec un... Phase de trilogue en bureaucratie européenne, c'est le passage entre le Conseil, le Parlement et la Commission. Exactement. Là, je vous fais ça, c'est pas vous technique, mais bon. Oui, oui. De toute façon, pour chacune de nos tables rondes, il y a plein de trucs différents. Parfois, j'en connais la signification, donc je le fais. Parfois, je propose que ce soit l'interlocuteur qui le lise. J'en prie. C'est mon prisme de juriste. Voilà. Et donc, effectivement, phase de trilogue, donc c'est le premier texte, on va dire, juridique qui existe sur l'intelligence artificielle, puisque je ne l'ai pas précisé en introduction, la garantie humaine a également été reconnue dans la loi de bioéthique donc de 2021 à l'article 17. Néanmoins, on n'avait pas de définition juridique de l'intelligence artificielle. On parlait de traitement de données massives. Et donc, personne n'avait vraiment envie de justement devoir définir ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on prenait d'autres options. Donc, ce règlement, donc brièvement, va concerner tous les secteurs donc qui rentrent dans le champ d'application de l'Union européenne et pas uniquement la santé. La Commission européenne a choisi de légiférer en fonction du risque associé au système d'intelligence artificielle. Donc, on va du risque minime au risque inacceptable. Toutes les intelligences artificielles dans le domaine de la santé ou dans le domaine de la protection sociale seront considérées comme étant à haut risque. C'est-à-dire qu'ils doivent être autorisés donc sur le marché ou pouvoir être mis en service, mais que néanmoins, on a un certain nombre d'enjeux associés, aussi bien pour les droits fondamentaux, la sécurité ou la santé, et que pour cela, on doit répondre à un certain nombre d'exigences pour pouvoir autoriser ces systèmes, justement. Juste pour compléter comme ça, les internautes auront toutes les informations sur ce texte. Pour vous donner un exemple, donc sur le risque minime, ça va être tout ce qui est système d'intelligence artificielle utilisé au sein des jeux vidéo. On ne légifère pas, il n'y a pas d'enjeu associé. Et tout ce qui est IA inacceptable, ça va être, vous avez sûrement dû voir la série Black Mirror, donc on va interdire tous les systèmes donc, de notation sociale des citoyens au sein de l'Union européenne. Voilà pour ce texte. Et donc, c'est le premier texte notamment qui nous donne une définition juridique de ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, il y a eu de nombreux débats dessus. Donc, dans la version actuelle du texte et qui est stabilisée, on part donc sur la définition de l'OCDE. Donc, c'est-à-dire que ce sont, je ne vais pas vous réciter la définition, mais des systèmes algorithmiques qui ont des capacités d'apprentissage, de raisonnement ou de modélisation. C'est un des critères principaux et donc qui rejoint donc la première définition de Jacques Henry avec un aspect plus technique. D'ailleurs, le modérateur de la discussion, donc ça signifie que c'est un internaute particulier, écrit « L'exploitation informatique de bases de données fiables, belle définition de l'IA de Jacques-Henri Véron ». Vous voyez? Formidable. C'est l'INRIA. Ah, en plus, c'est votre... Ah oui, donc là, vous mettez un petit copyright. OK. Bon, passons à un deuxième temps de notre discussion. Maintenant que tous les internautes savent absolument ce que c'est que l'IA, tant du point de vue de la gestion des données que tout de même de cette dimension assez singulière qui est l'apprentissage, sur lequel vous avez mis l'accent, quels sont les usages, les incarnations, les manifestations de cette IA aujourd'hui dans le monde de la protection sociale, d'abord dans l'entrée santé? Alors, on peut donner un exemple qui intéresse tous nos organismes d'assurance maladie,
qui est l'exemple du dépistage. Aujourd'hui en France, nos résultats de dépistage organisés sur les cancers est pitoyable. Il est un des plus mauvais en Europe, puisque, par exemple, si on prend le cancer du sein, c'est vrai sur le repérage du cancer du col de l'utérus, nous avons 50% de répondants aux demandes des caisses d'assurance maladie adressées aux populations qui doivent recevoir une invitation à aller se faire dépister. On n'est quand même pas plus idiot que tout le monde, puisque jusqu'à il y a 2 ans, c'était le cas dans tous les pays d'Europe. Au Royaume-Uni, ils se sont dit, mince alors, c'est quand même embêtant parce que ces 50% de femmes qui ne répondent pas génèrent tant de cancers. Donc, de risques que l'on aurait pu éviter, s'agissant surtout de personnes jeunes à charge de famille et dans le système du travail. Donc, ils ont élaboré un algorithme d'intelligence artificielle qui croise des données sociales, des données environnementales, des données d'âge, des données de localisation. Est-ce que ces personnes ont déjà répondu, pas répondu? Comment elles se comportent dans leurs soins vis-à-vis d'elles-mêmes dans la vie? Et plutôt que d'envoyer une convocation à tout le monde et puis après de laisser faire le hasard et la chance, en fait, le hasard, il est très marqué par les discriminations sociales et territoriales dans ces cas-là, et on le sait. Ils ont fait travailler ces algorithmes pour cibler une population. Cette population, elle est ciblée et elle reçoit un SMS qui dit « Madame Hélène, vous êtes convoquée mardi prochain à 14h30. » Sachez que c'est la vérité, on vient de lire le SMS. Hein. Et en résultat, plus de la moitié y sont allés. Bon. Donc ça veut dire que l'algorithme ne s'était pas trompé sur le ciblage. Donc voici un cas d'usage qui intéresse nos interlocuteurs, puisque c'est, si je ne m'abuse, leur travail, et que qu'ils ont fait à la gomme et au crayon pendant le Covid. Pendant le Covid, au moment du vaccin, nous avons demandé à nos organismes, à nos caisses primaires d'assurance maladie, de repérer les personnes âgées ou les personnes fragiles qui n'étaient pas vaccinées parce qu'on traînait quelque chose comme 800 000 personnes pas vaccinées. Or, c'était elles qui étaient le plus à risque de mourir et le plus à risque d'infecter et également toutes les autres personnes qu'elles croisaient. Elles l'ont fait à la gomme et au crayon. Ça, je l'ai vu puisque nous avons travaillé ensemble. Ils ont pris leurs fichiers et nom par nom, qui s'est fait vacciner, qui s'est pas fait vacciner. Donc, c'est un travail colossal et c'est pour ça qu'on dit que ça gagne du temps parce que le logiciel, il va aller repérer et il fournit aux responsables du travail une liste de personnes dont il estime qu'elles sont la bonne cible pour être le bon interlocuteur. Donc, je l'ai donné cet exemple sur le dépistage. Mais vous pouvez le prendre également, j'avais pris tout à l'heure l'exemple des maladies chroniques, parce que je pense que c'est une question du risque aujourd'hui et de la gestion du risque. Peut-on éviter, retarder, amenuiser l'évolution délétère des maladies chroniques chez les personnes, chez nos citoyens français, parce que c'est autant d'argent qui est économiser pour pouvoir le déployer sur d'autres sujets. C'est ce que fait Jacques-Henri avec Présage. C'est ce qui se passe dans tout un tas de pays d'Europe, mais pas encore le nôtre. Et donc, nous, on a essayé de porter la parole là-dessus cette année, sur le fait que quand on cible une population à risque dans un territoire donné, et dans une alliance, Caisse primaire d'assurance maladie offre de premier recours spécialistes hospitaliers, on peut cibler ces personnes. On sait que quand elles ont une maladie chronique, 50% a la malchance d'en avoir 2 ou 3. Et donc, on les cible, on leur propose un suivi personnalisé
personnalisé, dont on sait, parce qu'il a fait ses preuves à l'étranger et en France, que la BPCO, l'insuffisance cardiaque, peuvent se stabiliser quand on a un programme de surveillance édicté par les sociétés savantes, la Haute Autorité de Santé, chaque année. On gagne de l'argent, on gagne de la morbidité et c'est permis par de l'algorithme d'intelligence artificielle. Formidable, donc merci pour ces cas d'usage. Je vais me tourner vers Jacques-Henri pour lui demander, alors au-delà de ces cas d'usage, peut-être l'illustrer par d'autres, je me rappelle avoir lu des papiers, même en avoir écrit, sur la médecine 5P, où on nous parlait d'une médecine à la fois prédictive, préventive, je reprends ces deux termes qui se répondent, personnalisée, performante, par les preuves, enfin on mettait plein de P, et ça donne une médecine qui en effet est globalement plus performante, plus adaptée. Il y a ça, et puis Jacques-Henri aussi, sur ce sujet de la France par rapport aux autres pays dans l'Union européenne. Sommes-nous en avance, en retard? Donc les cas d'usage en général et puis la France. Alors, sur la médecine 5P, beaucoup ont écrit sur ces sujets-là. Nous, on a voulu l'approcher de manière un peu clinique. C'est-à-dire qu'on s'est dit quel est le sujet majeur qui touche aujourd'hui un grand nombre de personnes. En France, c'est plus de 2 millions de personnes qui vont être hospitalisées, qui vont avoir plus de 75 ans, qui ont un médecin traitant, elles ont des maladies chroniques, elles ont des renouvellements d'ordonnances, dans un très grand nombre de cas, et bien pour autant, 8 fois sur 10, elles vont être hospitalisées et rester très longtemps. Et on sait que cette hospitalisation longue va créer des pertes d'autonomie pour un tiers d'entre elles. Donc concrètement, tous les ans, vous avez à peu près 600 000 personnes qui vont rentrer à domicile, dans le meilleur des cas, avec une perte d'autonomie, qui sont des pertes d'autonomie bien documentées, que les gériatres ont analysées depuis une trentaine d'années et qui sont liées au fait que une personne âgée qui va rester allongée pendant une dizaine de jours, une quinzaine de jours, elle va avoir de la fonte musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie. Et contrairement à nous tous autour de la table, ça va pouvoir malheureusement engendrer des problèmes, voire même être irréversible. C'est dans le meilleur des cas où elle rentre à domicile, parce que quand on regarde les chiffres, on voit que le principal corridor d'accès en EHPAD, c'est le passage hospitalier. Alors évidemment, l'hospitalisation, elle sauve des vies, elle permet de maintenir, et donc il ne s'agit pas de dire il ne faut pas d'hospitalisation. Il s'agit de dire à chaque fois que c'est évitable, c'est mieux de pouvoir l'éviter. Donc, on est vraiment parti de ce constat en termes de santé publique. Ensuite, on a regardé dans tous les territoires français, on a à peu près les mêmes résultats. Donc, ce n'est pas lié uniquement à des déserts médicaux. C'est vrai que ça peut aggraver, mais c'est vrai également en ville. On peut avoir cette situation. Et au niveau des couches sociales, également de la même manière, même si le fait d'être avec une situation socio-économique plus défavorable, évidemment, c'est favorisant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu travailler avec des professionnels pour essayer d'identifier qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a d'une part la possibilité d'aller mobiliser des bases de données. Des bases de données qui existent. On a la chance en France d'avoir ce qu'on appelle le système national des données de santé, qui permet d'avoir une grande richesse sur l'ensemble des informations. J'ai participé à la mise en place de l'exploitation du système d'information des hôpitaux pour avoir du chaînage entre les établissements hospitaliers, en médecine, en soins de rééducation, en HAD, en hospitalisation à domicile, pour qu'on voit ce qui se passe dans un territoire et qu'on puisse améliorer l'analyse et apporter des réponses par filière de prise en charge, par parcours de prise en charge. Dans le cadre des personnes âgées, fragiles, vulnérables, ces systèmes d'information apportent des bonnes stratégies de ciblage, mais ne permettent pas de mettre en place une médecine prédictive, individuelle. Alors, ce qu'on a avec ces personnes, donc un premier conseil scientifique, quand on a travaillé sur ces sujets-là, on a identifié que faut-il développer comme stratégie. En quelques années, on a réussi à montrer que l'intelligence artificielle, en utilisant des stratégies de collecte de données très simples, permettait de prédire plus de la moitié des hospitalisations avec 1 à 2 semaines d'avance. Et 2 années après, on a montré que ce système-là, couplé à l'organisation du droit commun, de la prise en charge du patient, c'est-à-dire avec son médecin traitant, éventuellement son infirmier quand il existe, eh bien en couplant, on divisait par 10 les taux de passage aux urgences et on divisait par 2 les taux d'hospitalisation. Donc voilà un exemple très concret de l'approche qu'on a eue en termes de santé publique, des enjeux de santé publique majeurs et de la manière dont ensuite on s'est doté d'outils
pour ensuite les développer. Donc, on progresse en France, mais alors est-ce que d'autres pays sont devant nous en la matière? Alors, et d'autres en retard alors Anne-Marie a donné des illustrations de réaction. En fait, ce qui est intéressant dans l'exemple d'Anne-Marie, c'est que on faisait à peu près la même chose et certains se sont mis de l'avant, ont catalysé, ont développé. Il y a aujourd'hui une quinzaine de pays qui ont mis en place dans des systèmes de protection sociale des outils d'analyse, soit sur des bases structurées, c'est-à-dire des champs qui sont bien connus, soit sur des bases non structurées, c'est-à-dire du texte, c'est-à-dire de la voix, et qui permettent de proposer des outils d'aide à la décision pour le professionnel, qui vont donner au professionnel la possibilité de déclencher, et bien par exemple au Canada, vous avez pour les personnes qui sont en situation financière défavorable la possibilité d'avoir une prime spécifique. Ils ont utilisé un logiciel d'analyse de données non structurés, donc basés sur des textes par rapport aux personnes, et ils ont réussi à identifier 8000 personnes qui étaient bénéficiaires de cette prime spécifique alors qu'elles ne l'avaient pas. Donc c'est vraiment là du ciblage, de la mise en avant d'outils qui ont permis ensuite aux opérateurs, aux acteurs de prévention sociale, de protection sociale, de proposer à la personne ces primes-là. Anne-Marie, vous vouliez réagir? Vous me faisiez un clin d'œil, c'est pour ça. Oui, on peut rajouter aux exemples donnés par Jacques-Henri le fait que dans les cas d'usage des applications, on va dire santé en général, qui utilisent l'intelligence artificielle, on estime qu'il y en a 350 000 aujourd'hui dans le monde. Dans les 350 000, vous avez pour certains d'entre vous les montres connectées qui vous donnent un certain nombre d'indications et qui peuvent se transformer en compagnons de route dans un parcours de tentative de maîtrise de son risque de sédentarité, de maîtrise de son risque nutritionnel, de maîtrise de son risque cardiaque ou de son risque respiratoire s'ils ont été identifiés. L'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance maladie et la Haute Autorité de santé ont été autorisés par les pouvoirs publics depuis quelques mois pour faire rentrer, comme le dit Jacques-Henri, dans le système de santé, des applications qui sont des applications vraiment de rupture, qui sont les applications de thérapie digitale. La thérapie digitale, c'est un objet qui va être directement connecté au corps de la personne et qui intègre du médicament en même temps que de l'analyse du moment, de la dose à laquelle il faut injecter le médicament. Donc, le premier dispositif médical remboursé par l'assurance maladie après évaluation de la Haute Autorité de santé est un dispositif qui, en exploitant les datas, avait compris quels étaient les facteurs prédictifs de rechute du cancer du poumon. Le deuxième dispositif, très largement utilisé aujourd'hui en France, est un dispositif pour les diabétiques qui analyse en continu la glycémie et qui injecte en continu de l'insuline. Et donc, il y a aujourd'hui toute une série d'entreprises qui ont déposé leur dossier pour pouvoir être remboursées. L'Allemagne avait donné le là, voilà, depuis 2 ans, avec un remboursement quasiment sans évaluation pour voir ce que ça donnait après. Et ça, c'était très intéressant parce que c'était contre-intuitif. Tous les pays qui avaient commencé à donner des autorisations de remboursement de dispositifs médicaux, d'accompagnement médical ou de thérapie digitale, se sont rendus compte que la majorité d'entre eux concernaient la santé mentale. C'était un des trucs les plus contre-intuitifs qu'on ait vu. Personne n'aurait dit ça, n'aurait dit le premier thème qui va être concerné le plus, c'est la santé mentale. Et en fait, nous dans notre think tank, on a un travail de veille et de veille internationale sur ce qui sort des équipes de recherche et des jeunes industries sur les usages des produits qui utilisent du numérique
et surtout maintenant de l'exploitation des data et de l'intelligence artificielle. Et effectivement, les dispositifs de surveillance et d'accompagnement des maladies mentales sont très très nombreux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous tenir la route dans les 4 ans qui viennent, hein, mais ils sont très nombreux. Voilà tous ces usages qui sont des usages qui ne sont absolument pas étrangers au système de protection sociale, parce que, encore une fois, la non-compliance au parcours de soins, elle est génératrice d'énormément de dépenses et de dépenses que l'on pourrait réinvestir dans d'autres sujets. Alors, autre temps de notre échange, puisque nous parlons d'une révolution en marche, c'est demain, puisqu'il y a toutes ces transformations actuellement à l'œuvre, en France ou à l'étranger, celles dont on peut s'inspirer. Demain, qu'est-ce qui peut se produire de positif, hein? On va commencer par Hélène. Alors, demain, qu'est-ce qui peut se produire? Ou de négatif, si vous voulez. Mais... Non. Le monde idéal, c'est un monde où, justement, on a trouvé l'équilibre, où l'IA apporte des gains d'efficience au système de santé. Hein, et c'est vraiment ça qu'on recherche. Parce que là, on est dans un moment où, comme le disait Anne-Marie, hein, donc elle parlait des remboursements des dispositifs médicaux numériques. On est au tout début, on va dire. Donc, il y a aussi toute cette question sur la prise en charge et l'accès à l'innovation, hein, qui est une vraie question. Donc, on va dire que c'est ça la promesse, que l'IA génère des gains d'efficience et qu'on ait trouvé le modèle adapté pour que, justement, les caisses puissent retrouver de l'argent aussi et que le ça, vous système... savez, vous aurez une oreille attentive. Hein. Que le système de santé fonctionne au mieux. Jacques-Henri, alors, demain? Oui, moi j'irais même quand même un peu plus loin. Alors c'est vrai que ça aura un impact évident sur les caisses et le système de protection sociale, mais la promesse, elle est d'aller beaucoup plus loin. Elle est de permettre à tout un chacun de bénéficier, s'il le désire, de stratégies de prévention suffisamment en amont pour qu'on ait autant de garanties que possible. Vous voyez, j'utilise les termes d'évaluation à chaque fois, parce que donc suffisamment en amont afin d'avoir les meilleures garanties possibles que la maladie ou que le handicap ne se développe pas. Je pense que ça, c'est quand même une proposition extrêmement forte, et à tous les âges de la vie, y compris aux jeunes âges, à l'adolescence, et ensuite au monde adulte. Alors, il y a une question qui est arrivée, tant mieux, parce qu'on a dit qu'on allait la traiter, qui est la question de la fraude. C'est aussi la question du non-recours aux prestations. Ça déborde le seul sujet de l'unique assurance maladie. Ça se retrouve dans toutes les branches de la sécurité sociale. Donc, cette IA, cette exploitation plus intelligente de nos données, est-ce qu'elle peut nous permettre d'être optimum dans la lutte contre la fraude, dans la lutte contre le non-recours, le tout sous couvert du respect des libertés individuelles? C'est ça les quelques questions qui sont apparues. Alors, du côté de la lutte contre la fraude en général et de la lutte contre le non-recours. Moi, je suis totalement incompétente. Ah, certains vont répondre quand même alors qu'ils le sont aussi. Mais... Totalement incompétente. Ceci étant, si on comprend la logique des outils dont nous disposons et dont nous allons disposer, repérer des outliners dans une liste de personnes et de leurs activités, c'est du b.a.-ba, du plus simple pour un algorithme. Donc, je pense vraiment que ça va pouvoir être utilisé. Je vais donner un exemple qui est... qui se range dans la même famille, même si ce n'est pas directement la même famille. En France, l'assurance maladie paye de la prestation de soins, quel que soit le résultat. Vous avez tué une personne parce que vous vous êtes trompé de clic avec le bistouri, vous avez coupé l'artère au lieu de couper un tendon, vous êtes payé pareil. Vous sauvez, un accouchement dégénère, la maman meurt, on arrive à sauver le bébé, l'obstétricien, il est payé pareil. On commence à dire maintenant, dans un certain nombre de pays,
qu'il faudrait commencer à regarder, à publier les résultats des soins et à peut-être financer aux résultats, mais ça n'est pas la discussion que je veux ouvrir. La discussion que je veux ouvrir, c'est celle du résultat du soin. Dans un monde à la gomme et au crayon, dans lequel vous n'avez pas d'aide pour aller traiter des centaines de données et un tableau à 2000 entrées, le cerveau ne sait pas le faire, vous ne pouvez pas engranger des résultats de soins qui sont restitués aux praticiens et aux patients et qui permettent aux praticiens de se dire « Ah ben dis donc, quand même, sur mes 50 cancers de l'année, j'ai très peu de survie. Il faut peut-être que je me pose des questions et que je discute avec mes collègues. » Donc vous voyez, je ne suis pas dans la fraude, je suis dans le résultat, mais dans la meilleure pertinence, dans la meilleure prescription, dans les meilleures pratiques et d'une certaine façon, tous ces outils-là vont nous aider. Alors, ces outils, ce qui est très important, me semble-t-il, c'est que le numérique est au service de la santé et au service du professionnel et pas l'inverse. Tout ça ne marche que si on est capable de se l'approprier, que si on est capable de le mettre comme un des outils. C'est l'échographe de l'équipe. L'échographe dans l'équipe de cardiologues, il dirige pas le truc. Et donc, c'est du fantasme d'imaginer qu'on pourra systématiser des actes dans lesquels des robots, on ne sait pas par qui, vont s'occuper des soins et de la protection sociale. Tout ça ne marche que si, justement, on utilise l'intelligence artificielle pour former à l'intelligence artificielle, si on s'approprie les nouveaux outils et si toutes nos générations de professionnels, les jeunes et les anciens, les régulateurs, donc nos interlocuteurs et d'autres, ont envie de faire progresser leurs pratiques. Je pense que ça, c'est très important à dire. Alors, il y a une médecine plus performante, c'est un des P des 5 P. Il y a une assurance maladie plus performante aussi sur le plan de la lutte contre la fraude. Alors Hélène, tout à l'heure, vous évoquiez ce sujet comme étant un des thèmes dont il fallait qu'on parle. Et puisque nos spectateurs le disent aussi, qu'est-ce qu'on peut dire sur la fraude ? Non, sur l'IA et la lutte contre la fraude, c'est un secteur très développé. On a beaucoup de solutions efficientes qui fonctionnent et on comprend totalement l'intérêt d'aller dans ce sens-là. C'est souvent donc, des solutions qui vont donner un score de risque, justement, de fraude. Et la seule question est justement l'encadrement, puisque pour le moment, on n'a pas encore justement d'encadrement forcément de ces systèmes, en dehors de, bien sûr, tout ce qui touche aux données personnelles. Et la question est le risque de discrimination. Oui. Qui vous allez cibler quand vous faites de la lutte contre la fraude? Donc, c'est vraiment tous ces aspects-là qu'il faut encadrer, qu'il faut prendre en compte dès la conception et suivre une fois que la solution est déployée en vie réelle pour que l'intelligence artificielle ne soit pas source de discrimination, qui est un des grands enjeux sociétaux en dehors du secteur de la santé et sur lequel défenseurs des droits se positionnent régulièrement. Alors, il nous reste une bonne dizaine de minutes. Et ce que je vais vous proposer, c'est de prendre 4, 5, 6 questions. On verra combien de temps on a. Donc, si je prends des 4 ou 5, 6 questions, il faut que vous répondiez de façon extrêmement percutante, peut-être de façon trop synthétique. Et on va reprendre quand même la question du ciblage et du risque de discrimination qui est apparu plusieurs fois dans le fil de discussion. Oui, on peut mieux cibler. Quels sont nos garde-fous pour que justement on ne bascule pas dans la discrimination? Alors, je sais pas, Jacques-Henri peut-être. Oui. Oui, je pense garde-fou, je pense à vous tout de suite, c'est comme ça. Non, mais je pense qu'à ce stade, il y avait 2 éléments qu'il faudrait. Le premier, c'est que dans la santé, on utilise un règlement qui permet d'imposer aux industriels un certain nombre de règles. On appelle ça être dispositif médical. Dès qu'on touche aux enjeux de santé, on passe en ce qu'on appelle 2A, c'est un certain niveau. Il y a 3 conséquences. Il y a une obligation de suivre un certain nombre de normes et de règles qui sont très lourdes pour l'industriel, donc on ne fait pas n'importe quoi. Il y a l'obligation également de suivre des comités d'éthique. Et la 3e chose, c'est qu'on a une surveillance. Il y a un organisme notifié extérieur à l'entreprise qui est garant et qui peut à tout moment
solliciter l'entreprise. Donc c'est un tout petit peu restreint par rapport à notre thématique, mais ça illustre bien qu'il existe des solutions possibles, qui sont lourdes pour les industriels, mais qu'on peut mettre en place. Ça, c'est le premier point. Ah ouais, il faut répondre vite. Donc, mettez-moi un deuxième petit point. Le deuxième point, il est, si on veut lutter, enfin, si c'est le choix de l'organisme de protection sociale de lutter contre la fraude, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de solution intelligence artificielle qui descend, on appuie, on fait un clic. Il y a d'abord une compréhension que l'intelligence artificielle, c'est pas un gros mot. C'est pas que des Californiens qui essaieraient de voler de l'information ou on ne sait pas quoi. Et aussi des Chinois, non mais je rigole. C'est d'abord et avant tout un programme qui va aider à la décision. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une montée en compétence pour ces organismes-là de ce que c'est que l'intelligence artificielle, de l'accès aux différentes données, comment sont structurées les bases. Oui, pour injecter évidemment de l'expertise extérieure, parce qu'il faut accompagner ces équipes, mais il faut structurer au sein des organismes de protection sociale une taille critique qui va permettre d'avoir un vrai répondant. Sinon, voilà. Continuons sur les craintes. Question qui m'est posée, est-ce qu'on va récupérer les 68 millions d'ADN des Français pour faire de la médecine prédictive à court terme, permettant de les diriger dans des filières de soins particulières? Je vais me tourner vers peut-être Anne-Marie au départ pour nous dire... Non, comme l'a dit Jacques-Henri tout à l'heure, les algorithmes d'intelligence artificielle en médecine sont utilisés pour répondre à une question. Est-ce que... donc, dans les questions de rupture là que les scientifiques sont en train de se poser, la question de base, c'est j'arrive aux urgences, je ne peux plus marcher parce que je suis tombée, j'ai mal à la cheville, je peux avoir, on peut d'ailleurs, je ne sais pas si on me le propose, en tout cas, on m'informe que en même temps que le radiologue va lire l'image, la radio, un logiciel d'intelligence artificielle va lui regarder s'il y a une fracture toute petite qu'on ne voit pas et il va la signaler à l'orthopédiste ou au médecin qui va dire on s'en moque, on plâtre, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est important de ne pas passer à côté. Donc, on répond à une question précise. Ça, c'est la question de base. La question la plus évoluée à laquelle on répond aujourd'hui, c'est quels sont les signes annonciateurs de l'Alzheimer, du Parkinson, du cancer du sein. Autrement dit, est-ce que je peux prédire à partir de signes que je vais voir chez quelqu'un, parce que des millions de données me font dire que chaque fois qu'il y a un Alzheimer qui se présente, ces signes-là sont présents. Donc, si je les retrouve chez quelqu'un, ben, c'est qu'il peut se passer quelque chose et ça se discute pour savoir s'il y a derrière un programme de prévention. Donc, chaque fois, on répond à une question. Là où, même dans le travail populationnel, on va répondre à une question. Dans le territoire XYZ, quelles sont les personnes de 70 ans qui ont 3 maladies chroniques et que je peux tenter de stabiliser, par exemple en leur proposant un présage, ou que je peux insérer dans un programme de soins qui est monté en ville. Donc, chaque fois, je vais répondre à une question précise. Les montres connectées, tous les assistants connectés, est-ce que c'est des gadgets ou est-ce que ça va contribuer à cette révolution en cours? Les deux. Très bien. Peut-être si je pouvais juste compléter oui. sur l'ADN. Donc on a la réponse vraiment précise et rapide à la question qui était posée. Sur l'ADN, auparavant, on a quand même un cadre en France qui est très strict avec la loi de bioéthique. Donc on ne peut pas récupérer des données génétiques enfin n'importe comment. Si elles sont utilisées, c'est que vous avez accepté que c'est dans un cadre de recherche. Donc, on a quand même besoin d'une autorisation et le plus grand risque actuel, ce sont notamment tous ces tests pour connaître les origines, donc qui sont souvent à $200 et vous envoyez votre ADN aux États-Unis. Et là, par contre, on ne sait pas ce qu'ils en font parce qu'un test ADN, ça ne coûte pas $200. Donc, je paye un peu moins cher. non, mais c'est une vraie problématique. Si ces tests sont interdits en France, c'est qu'il y a une raison. C'est que justement, on est sur des données génétiques. La CNIL a fait plusieurs rappels. Et en attendant, c'est le même principe que sur les données de santé. On en donne énormément sur les réseaux sociaux. Donc là, Facebook a tout un tas d'informations sur vos données de santé. Ça ne pose aucun problème. Et donc, c'est la même chose avec ces tests et les données ADN. J'ai un petit message de service là, pour tous ceux qui nous regardent. Vous avez toujours ce code
qui apparaît, ce QR code que vous pouvez flasher et qui vous permet d'avoir l'attestation de suivi et la fiche d'évaluation de cette excellente séquence, bien entendu. Alors, sur les questions, il y en a une quand même qui est importante et qui, je le sais, intéresse beaucoup nos interlocuteurs, et c'est à mon sens pour cela que les mots de métier, de chômage apparaissent particulièrement, c'est... Alors, je sais que nous avons eu au tout début les remarques schumpeteriennes, ça va créer d'autres types d'emplois, mais à court et moyen terme, quels sont les impacts en termes même quantitatifs sur les métiers de la protection sociale? Quels sont les gains de productivité en la matière? Est-ce que demain, il y aura beaucoup moins de monde dans les caisses parce que l'IA fera le travail de ceux qui, auparavant, étaient avec leur crayon et leur gomme à faire ces métiers? Moi, ce que j'entends dire dans les établissements ou les groupes de professionnels de santé qui utilisent l'IA, c'est que cela permet de dégager du temps pour faire du cœur de métier qu'on n'avait pas le temps de faire avant. Et je considère que c'est le premier objectif. Avant de se demander si on peut supprimer des emplois, il faut que les personnes, les professionnels qui vont se faire aider par des outils plus performants, plus efficaces, plus rapides, il faut que ces professionnels voient qu'ils ont du temps libéré pour se remettre dans leur cœur de métier. Dans les tâches automatisables, par exemple, mais Jacques-Henri le sait ça mieux que moi, on est en train des groupes sont en train de se demander dans les EHPAD, est-ce qu'il n'y a pas des tâches d'aide-soignants qui peuvent être automatisées? Il y a forcément des tâches d'aide-soignants qui peuvent être automatisées. Mais pourquoi faut-il les automatiser? Mais parce que ça permettra aux aides-soignants de moins courir après j'ai 15 toilettes à faire et je n'ai pas le temps, et de se consacrer à de la relation. Donc ça, c'est pas un monde de bisounours, c'est vraiment ce que collectivement, socialement et politiquement, nous souhaitons faire de ces outils-là. Une dernière question colossale à laquelle vous ne pouvez répondre que de façon extrêmement lapidaire, c'est, vous allez voir, IA et transition écologique. Tout ceci commande des serveurs, commande quantité d'investissements qui ont leur impact sur l'environnement. Est-ce que c'est compatible? Alors, vous avez réfléchi à l'éthique, alors, sur ce plan, qu'est-ce que vous répondriez? Jacques-Henri. Ils sont assez gênés, alors que la réponse, elle n'est pas très compliquée. Il s'agit de dire que, à mon avis, on doit quand même y aller et optimiser toujours. Mais alors, la question de l'utilisation de serveurs pour calculer est une vraie question. Je rappelle que le plus consommateur, c'est la vidéo. Amis youtubeurs, fermez vos ordinateurs. Amis youtubeurs, voilà. Il y a nous par exemple, quand on veut publier une application dans Mon Espace Santé, il est obligatoire de répondre à une exigence environnementale. Aujourd'hui, donc tous ceux qui publient dans Mon Espace Santé répondent à cette exigence avec une transparence pour l'utilisateur, et donc chacun sait comment on est scoré par rapport à... Et donc il y a une question sur l'optimisation des ressources, et il y a une question sur la manière dont on traite ces données. Nous, on a essayé de faire le plus minimaliste. Par exemple, pour collecter l'information elle est collectée en 1 kilo. Ça veut dire qu'une personne suivie pendant 3 ans, eh bien, ce sera moins d'une photo qui sera échangée sur le serveur, donc c'est quand même très très léger. Et ensuite, on 1 kilo-octet. 1 kilo-octet, excusez-moi. Oui, non, je vous en prie. Non, merci pour la précision. Donc c'est extrêmement léger. Donc il existe des stratégies d'optimisation. Après, au niveau mondial, sur l'ensemble des utilisateurs, c'est quand même une question compliquée. Évidemment qu'on peut répondre en disant qu'il y a des gens qui travaillent sur l'optimisation en utilisant de l'intelligence artificielle pour optimiser ces serveurs, etc. C'est vrai, j'en suis sûr. Il y a aussi tout l'enjeu de la production d'énergie, voilà, du stockage. Enfin, bon, il y a énormément de manières de répondre à cette question qui est très vaste. Alors, nous arrivons au terme de notre discussion. Ce que je vous propose, sans nuage de mots, c'est que chacun ait un dernier mot. Et quand je dis bien un dernier mot, il faut un mot qui, à votre avis, résume plutôt les perspectives en matière d'intelligence artificielle. Alors, je peux meubler un peu le temps que vous trouviez votre mot, mais j'ai l'impression quand même que vous avez déjà beaucoup réfléchi à ces questions. Donc, si vous deviez conclure, sur quoi mettriez-vous l'accent, vous, Hélène? Accompagner le déploiement, c'est essentiel. Pour ça, il faut former les professionnels
Et d'ailleurs, cette intervention en est un bel exemple. Oui, c'est de la formation continue, c'est vrai qu'on oublie de le dire. Donc voilà, et donc moi j'axerais vraiment là-dessus, sur l'aide au déploiement et la transformation des métiers. Jacques-Henri. Créer les conditions de la confiance. Ah oui, vous avez dit le contrat de confiance aussi. Un peu plus qu'un mot, mais je pense que c'est majeur de comprendre qu'il y a des risques. Encore, je reviens, les dispositifs médicaux ont fait une analyse des risques obligatoire. Et d'expliquer ces risques et d'accompagner l'ensemble des professionnels, notamment dans la protection sociale, mais pas que, l'ensemble des professionnels, pour que les conditions de la confiance, mais la confiance pas bénie, oui, la confiance réelle, c'est-à-dire la capacité d'analyser la performance, et c'est-à-dire que s'il y a une défaillance dans la performance, alors on arrête le système, la confiance réelle, eh bien qu'on puisse la mettre en place. Je pense que c'est positif parce que ça ouvre sur la confiance, mais il faut l'accompagner avec tous les outils réglementaires nécessaires. Anne-Marie, alors votre dernier mot. Je dirais que tout ça, ça doit servir à augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Voilà, c'est quand même une conclusion tout à fait carrée, précise et positive. Donc moi, si je devais conclure notre séance, d'abord, c'est par les remerciements à nos 3 interlocuteurs, par une invitation à nos différents auditeurs et spectateurs à devenir des lecteurs et à lire les travaux des différents intervenants, et en particulier un article de Jacques-Henri Véron dans la belle revue Regard, Regard étant la revue de l'EN3S dont le numéro sur la prévention vient de sortir. Et je dirais que sur cette question de l'IA, de ce que je retiens de notre conversation, c'est que c'est d'abord un progrès en cours et que c'est une promesse qui n'a strictement rien d'une fausse promesse, qui est une belle promesse. Et nous nous retrouvons à 15h30 pour une autre promesse, alors là qui est en cours de débat parlementaire, donc c'est vraiment au cœur de l'actualité, qui est la perspective de France Travail.